présentation du concept du centre aquatique de la ville de Belleuil. Je me présente, je suis Émilie Trang du service des communications de la ville de Belleuil. Je vous présente maintenant les représentants du groupe Descarrel qui vont nous présenter le concept. Donc, messieurs Pierre Leclerc, architecte, monsieur Richard Malo, entrepreneur, et monsieur René Girard, concepteur mécanique électrique, qui vont faire la présentation. Bien, bonsoir. Bonsoir tout le monde. Merci d'être venu. C'est fort encourageant pour nous parce qu'on a déployé beaucoup d'efforts. Moi, je suis Richard Malo du groupe Descarrel. Nous sommes la firme adjudicataire pour réaliser le nouveau centre aquatique de Belleuil. Pour le projet, on a réuni des professionnels de haut niveau avec qui on a l'habitude de travailler, soit Pierre Leclerc, qui fait partie de l'équipe de Lemay, les architectes Lemay, René Girard, concepteur de tout le volet électromécanique pour l'équipement du centre aquatique de la firme Boutiette-Parizeau, BPA, que peut-être certains d'entre vous connaissez. Je suis certain qu'on va vous faire une belle présentation. On est ici ce soir pour vous faire part de ce qu'on a développé au niveau conceptuel. Il reste encore beaucoup de travail à faire. On est heureux de travailler avec les gens responsables de la ville, M. Marino et toute son équipe, parce qu'un bon projet, ça se fait avec aussi une équipe complète qui comprend le client. Puis c'est dans cet esprit-là qu'on aborde la réalisation de votre projet, puis on en est très fiers. Alors, je vais laisser la parole à Pierre pour faire la présentation du concept. Bonjour. Effectivement, pour nous, c'est un moment quand même assez exceptionnel. On est très heureux d'être ici. C'est un projet sur lequel on a travaillé beaucoup. Il y a eu beaucoup d'itérations. On arrive avec un projet dont on est fiers, qui, d'après nous, s'inspire beaucoup du paysage local et on a voulu le contextualiser. C'est un projet qu'on fait pour la ville de Belleuil, d'abord pour ses baigneurs, pour ceux qui vont s'en servir. Donc, je vais vous présenter dans un premier temps le concept en architecture et en paysage. Et puis René va poursuivre ensuite avec la portion ingénierie. Donc, en architecture, comme je mentionnais, quand on a approché le projet, évidemment, le paysage local nous a beaucoup intéressés. On a eu des discussions sur sur la beauté de la plaine que vous avez, la vue sur la montagne, sur le mont Saint-Hilaire, la relation aussi avec la rivière, donc cette rencontre entre le sol, le ciel, la montagne et l'eau. Pour nous, c'est 4 éléments qui sont quand même significatifs. Quand on localise le projet, l'approche du projet en se faisant le long de l'axe Saint-Jean-Baptiste, le bâtiment se trouve vraiment en lien directement dans la continuité visuelle vers la montagne, vers le mont Saint-Hilaire. Et cette espèce de paysage, ce qu'on illustre dans le bas de l'image, la vibration assez simple du sol qui prend sa vibration après avec la montagne, pour nous, ça a été la piste de solution. Ce qu'on a voulu faire, c'est que d'une part, du sol, il y a le réseau résidentiel qui se déploie avec le commercial. On voulait créer un bâtiment qui était perceptible à distance. Donc, on vient faire une incision, une espèce de geste simple qui vient flotter au-dessus des bâtiments du résidentiel. Et ce geste-là, c'est l'emprise des bassins sportifs et du bassin récréatif. Donc, le bâtiment se déploie, si on veut, dans une rencontre entre deux géométries. La géométrie qui prend sa source du sol et qui reprend aussi sa coloration à partir du sol. Et cette espèce de boîtier de verre qui permet d'amener de la lumière naturelle à l'intérieur du bâtiment et de qualifier l'espace, l'expérience interne. Donc, une vue du bâtiment à partir d'Yvon Lheureux, si je ne me trompe pas. Là encore, en bout de piscine. Donc, le volume, si on prend le plan, la répartition du plan, la zone on entre, là, je ne sais pas si je peux pointer avec quelque chose.
Donc, la zone d'entrée se fait où la flèche, l'espèce de triangle. Attendez un peu, je vais essayer de pointer sur quelque chose. À droite, on a les deux. Le premier bassin récréatif à l'entrée. La fenestration, le bassin est perceptible dès l'arrivée par les stationnements et perceptible directement à partir du hall. Donc, on a le bassin récréatif dans un premier temps avec le bassin sportif avec ses huit allées. En entrée, donc, on a le hall qui est ouvert, entièrement fenestré là-dessus, mais aussi qui est fenestré sur une terrasse extérieure qui donne sur le ruisseau des 30. Donc, il y a une occupation potentielle l'été d'un espace extérieur en continuité avec l'espace intérieur. Et de l'intérieur, donc on est toujours en relation entre ces deux espaces. D'un côté, ici derrière, on a toute la zone d'aire de transit qui permet d'avoir un accès vers les bâtiments. Et à l'étage, on va se diriger vers une série de gradins. Il y a 125 places prévues qui sont en lien directement avec le bassin sportif. Il y a aussi, juste revenir sur la partie haute, on a aussi dégagé une zone qui est appropriable en lien avec le bassin récréatif. Donc, les gens peuvent monter à l'étage et être en relation directe avec cet espace-là. En sous-sol, là, par contre, c'est juste l'équipement mécanique, ce qui est peut-être moins intéressant pour vous, mais plus intéressant pour lui ici à côté. Maintenant, le bâtiment en coupe. Donc, ici, on voit la progression de l'espace terrasse vers le hall d'entrée, donc visuellement en lien direct avec le bassin récréatif et avec le bassin sportif. En coupe dans l'autre direction, qui ouvre, les nageurs nagent toujours en relation géographique avec la montagne. Il y a une pénétration de lumière naturelle qui est au périmètre, qui permet d'avoir un très bon éclairage à l'intérieur du bâtiment. Au niveau de la fenestration, maintenant, on a ciblé les zones de fenestration de manière à ce qu'elles soient significatives. Donc, on a pour l'élévation qui donne côté nord vers le ruisseau des 30, comme je l'expliquais, il y a une fenestration pleine longueur entre le hall et l'extérieur et entre le hall et les piscines. Et puis, vers le stationnement, on a ciblé une fenestration qui concorde avec la relation du bassin récréatif seulement et de la glissade intérieure. Maintenant, du côté arrière, côté sud, la fenestration est beaucoup plus profonde et elle est en lien avec le bassin sportif. Et du côté de l'aire de transit aussi, on a une fenestration au niveau du sol, donc il y a une bonne lumière et il y a des perspectives visuelles dans ces espaces-là. Maintenant, au niveau de la matérialité, comme j'ai expliqué tout à l'heure, le bâtiment est un peu la rencontre entre son socle, qui prend sa source à partir du sol, et la rencontre de la boîte de verre, qui est un verre triple vitrage, donc il y a un très bon comportement énergétique. Et maintenant, à l'intérieur, quand vous regardez les espaces intérieurs, donc on a la séquence du bassin récréatif vers le bassin sportif, la glissade d'eau à droite, les gradins à gauche, et tout le périmètre est ceinturé de louvres qui servent à la fois d'acoustique, mais aussi de diffuseurs de lumière naturelle. Donc, quand on regarde à partir des gradins, la vue est vraiment ciblée vers le bassin sportif. Ces éléments-là verticaux donnent de la hauteur au hall, au bassin, à la zone des bassins, et permet de diffuser et de contrôler la pénétration de lumière naturelle à l'intérieur du bâtiment. Il n'y a aucun éblouissement qui est produit par cette lumière-là naturelle qui va pénétrer à l'intérieur. Les verres sont traités de manière à ce que ça soit filtré et que la lumière soit diffuse. Et elle va se diffuser encore plus profondément par les louves en question. Maintenant, au niveau de l'architecture de paysage, le site était quand même relativement restreint pour le programme demandé. Donc, les deux bassins sportifs.
le besoin aussi en stationnement, en circulation. Donc, les gens vont arriver de, est-ce que ça fonctionne? Oui, ils vont arriver de Saint-Jean-Baptiste et vont avoir un accès à une zone débarcadère sécurisée. Le marquage au sol est fait de manière à ségréguer ce qui est la zone circulation véhiculaire des zones piétonnes. Donc, tout le monde a une circulation sécure. Et il y a aussi un marquage clair de la zone débarcadère versus la zone stationnement. Donc, vous stationnez et ensuite, vous avez un accès sécurisé vers le hall. L'utilisation de la terrasse est entièrement libre de tout véhicule. Et le bâtiment aussi est prévu avec une végétalisation qui vient le ceinturer, autant du côté ouest que du côté nord. Et les stationnements, on a voulu travailler les stationnements de manière à limiter les îlots de chaleur. Donc, il y a, attendez un peu, il y a une espèce de noue drainante qu'on appelle qui permet de venir drainer l'ensemble des stationnements au centre et de créer avec cette végétation-là des zones d'ombrage, donc de ne pas créer non plus trop de sources de chaleur à partir du... Parce que déjà, l'asphalte en crée une bonne partie. On essaie de réduire. Maintenant, l'espace terrasse, lui, est en pavé, un pavé continu avec insertion de mobilier. Et on a voulu aussi permettre une occupation de l'espace extérieur en relation avec le ruisseau des 30, d'où une série de gradins en enrochement qui permettent de prendre d'avoir une occupation par les citoyens aussi. Donc, c'est un projet qui se veut essentiellement en fait une représentation de notre compréhension du contexte de Belleuil, qui est un hommage aux baigneurs et à l'utilisation. Puis on vous souhaite d'en profiter, d'en faire un équipement civique qui va bien vivre et qui va permettre à la population aussi de se développer. Donc, merci. Bonjour. Oui. Alors, moi, je vais vous parler du volet ingénierie du bâtiment, du développement durable et de sa consommation énergétique. Là aussi, on a fait plusieurs efforts. Vous allez voir dans les diapositives qui vont suivre que les images sont moins belles qu'en architecture parce que la mécanique et l'électricité, on essaie toujours de la cacher pour que les gens ne la voient pas. Donc, ce seront plus des choses techniques. Alors, on va parler ici de qualité et efficacité des systèmes électriques et mécaniques en plomberie, CVCA, ainsi que les mesures d'économie d'énergie qui ont été appliquées dans le bâtiment. En plomberie, on utilise tous les appareils sanitaires sont choisis de façon à économiser l'eau domestique. L'économie d'eau domestique est bonne pour la ville parce que l'usine travaille moins fort. Elle est bonne aussi pour l'énergie parce qu'on consomme moins d'eau chaude. L'eau chaude est réalisée et produite avec des chaudières à condensation à haute efficacité qui peuvent aller, j'ai marqué 94, il y en a des fois qui disent 95, 93, c'est une bonne moyenne. Et également, la piscine est un grand consommateur d'eau. Alors, on a utilisé, en vue de réduire la consommation d'eau, des filtres dont le média de filtration est constitué de billes de verre au lieu d'un sable naturel, ce qui permet une réduction de 80% de la quantité d'eau lors des backwash. En tout cas, des lavages à contre-courant, là, parce que les filtres doivent être lavés. Donc, ça a permis également ça de ne pas surcharger les égouts de la ville, cette efficacité-là. Au point de vue des systèmes de CVCA, climatisation, ventilation, on va vous parler des principaux systèmes qui sont le système de ventilation et déshumidification des bassins, l'évacuation des chloramines, ce que c'est, système de ventilation et déshumidification des gradins, puis la ventilation de la zone transitoire des vestiaires. Puis on a un petit schéma d'énergie aussi à vous présenter. Alors, le système de ventilation et déshumidification de la piscine, c'est un système avec 2 circuits de réfrigérants à haute efficacité. Toute la chaleur latente, ça c'est la chaleur de déshumidification. On prend l'humidité dans l'air et on l'écrase pour la condenser.
Alors, toute cette chaleur-là est récupérée après ça pour réchauffer l'air, parce qu'on descend l'air à très, très basse température, mais si on envoyait de l'air à 50 degrés sur les baigneurs, ils ne seraient pas contents. Donc, on reprend la chaleur et on la retourne. C'est des systèmes qui utilisent très peu de réfrigérants, parce que tous les systèmes extérieurs sont avec condenseurs à l'eau glycolée. Les systèmes sont protégés contre les chlores. Contre le chlore, toutes les parties en contact avec l'air sont protégées contre le chlore afin d'augmenter la durabilité des équipements. Et les équipements plus susceptibles, qui n'ont pas à être dans le niveau de l'air, sont protégés par des cloisons, les compresseurs, les systèmes de contrôle, etc. Les serpentins sont trempés dans des solutions pour résister encore plus longtemps au chlore. Ensuite, pour les chloramines, c'est un système similaire, un peu moins sophistiqué cependant, avec un seul circuit de réfrigérateur. Et puis, la récupération de chaleur latente est sensible. On l'envoie pour chauffer le bassin récréatif. Alors, les chloramines, ce que c'est lorsqu'on utilise du chlore, le chlore entre en contact, fait une réaction chimique avec les baigneurs et dégage ce qu'on appelle des chloramines. C'est ce qui est l'odeur du chlore. Alors, ces chloramines-là sont lourdes. C'est une évacuation donc qu'on installe spécialement très, très basse pour évacuer les chloramines et les contaminants les plus dommageables. Alors, cette eau-là, cette air-là contient encore là beaucoup de chaleur, beaucoup d'humidité, puis c'est facile à aller la chercher pour s'en servir pour réchauffer l'eau des piscines. Ventilation des humidifications des gradins, encore là, c'est la même chose. Afin de rendre les gens confortables dans les gradins, on a dédié un système de ventilation uniquement pour les gens du gradin, ce qui permet encore là une économie d'énergie, parce que quand il n'y a pas d'événement et que les gradins sont vides, bien, tout simplement, on arrête les systèmes. Et le système de ventilation de la zone transitoire ou les vestiaires, c'est un système à 100% d'air frais. C'est des vestiaires quand même, là. Et puis, il est équipé de tous les systèmes de récupération d'énergie. Un échangeur à air. Lorsqu'on climatise en été, la chaleur peut être, pour déshumidifier, la chaleur peut être retournée pour augmenter la température, parce que les baigneurs, on peut accepter une température plus élevée là que dans un bureau, hein, dans une salle de vestiaire. Et puis, la zone de transition extérieure, ce que Pierre vous montrait tantôt, là, la façade de la zone de transition avec une bande vitrée, elle est climatisée et chauffée par une thermopompe qu'on a accouplée avec 2 puits de géothermie qui étaient déjà sur le site et le terrain. Ensuite, alors, ça, c'est un schéma d'énergie un peu plus technique, là, mais essentiellement, vous avez les chaudières au gaz qui sont ici, les réservoirs d'eau chaude, le gros système de déshumidification. Alors, il y a plein de petits éléments qui sont ici, là, qui servent à aller réchauffer l'eau des piscines. Ça, c'est en hiver, lorsqu'on n'a pas besoin de déshumidifier, on doit quand même chauffer. Et puis, le système des vestiaires, comme je vous disais, avec des échangeurs d'air. Le système d'évacuation des chloramines qui, lui, envoie sa chaleur vers le bassin récréatif. Et les déshumidificateurs des bassins, des gradins, excusez. Autre chose qu'on a fait en termes d'efficacité, on a pris de l'éclairage au LED. Les appareils sont choisis spécifiquement pour le type d'application des piscines. L'éclairage indirect pour ne pas éblouir les baigneurs qui sont surtout en compétition. L'éclairage est modulé et contrôlé en fonction de la luminosité extérieure. Alors, plus il fait clair, plus il y a de lumière intérieure, plus on abaisse le niveau de luminosité artificielle. Alors, c'est ce qui permet justement encore là d'économiser de l'énergie. Puis leur installation est faite au périmètre de façon à avoir rien au-dessus des bassins. Tout ce que je viens de vous dire là, a eu pour but de faire des bonnes économies d'énergie. Alors là, on va vous parler du bilan énergétique selon le CNEB, c'est le Code national d'énergie du bâtiment, version 2011. Alors, ce que serait la consommation de ce bâtiment-là selon le Code national d'énergie? On va faire un résumé des mesures d'économie d'énergie proposées, le bilan qu'on propose et le sommaire des économies d'énergie. Alors, selon le CNEB 2011, la production, la quantité d'énergie requise pour chauffer, climatiser et électrifier le bâtiment serait de 26 millions de mégajoules annuellement. Bon, on utilise le mégajoule ici pour ne pas utiliser le kilowatt qui est plus vu pour l'électricité, parce qu'en termes d'énergie, on a également du gaz, on a de l'éclairage, etc. Donc, on utilise le mégajoule.
Alors, cette consommation-là, si on la répartit en fonction du chauffage qui peut être au gaz, de la ventilation, de l'eau chaude domestique, etc., représente un coût annuel de 361 000 de consommation énergétique du bâtiment. Les mesures d'efficacité qui ont été faites, en plus de celles en mécanique et électricité, on a du vitrage triple dans l'enceinte qui permet une économie de 1 994 $, les appareils de robinetterie à faible débit, le système d'éclairage efficace, les systèmes de filtration à billes de verre qui nous permettent une économie de chauffage, la récupération de chaleur des vestiaires entre l'air évacué et l'air alimenté, la récupération de chaleur des chloramines, la récupération de chaleur de la déshumidification qui est la grosse mesure ici d'économie, l'utilisation des 2 puits de géothermie, ainsi que les chaudières à condensation permettent une économie annuelle de 144 000 $. Alors, avant taxe, les économies, c'est ça, c'est 144 000 $. Et ça, c'est le bilan énergétique qu'on propose. Comme vous pouvez voir, on est passé de 26 millions à 11 millions de mégajoules annuellement pour un coût estimé d'énergie de 217 000 $. Un sommaire, voici le sommaire, ce que ça donne. Alors, si on regarde, là, proposé, selon le CNEB, on aurait, selon le CNEB, on aurait eu 26 millions de mégajoules. Nous en avons 11 millions. On a une économie de 56 % de l'énergie du bâtiment. Ce 56 %-là se représente en termes d'économie de dollars, parce que le coût électrique, le coût de gaz n'étant pas le même, de 40 %, 144 000 $. Alors, sur une période de 10 ans, cela représente une économie de coût. C'est non indexé, bon, etc., là, mais c'est 1 444 000 $. Et l'équivalent aussi de réduction de gaz à effet de serre de 752 tonnes de CO2 par année. Alors, c'est les efforts qu'on a faits en énergie qui est quelque chose d'important. Alors, s'il y a des questions. Oui, pour les questions, on va laisser. Donc, merci, messieurs, pour la présentation. Ça va être maintenant l'heure des questions. Dans le fond, vous pouvez peut-être vous lever et puis poser votre question. Bonjour, Patrick Sénécal. Écoutez, je suis analyste des piscines depuis au moins 25 ans, minimum. Puis là, j'aimerais vous expliquer quoi pour un pitch de vente. Les billes de verre amènent une économie d'énergie. Je ne comprends pas celle-là. Pour le mode de filtration, c'est sûr que c'est le meilleur. Il n'y a pas meilleur sur le marché que les billes de verre. Mais je ne comprends pas là, le fait que les billes de verre, qui sont uniquement de la filtration, créent une économie d'énergie. Celle-là, il faut que vous me l'expliquiez, là, parce que ça va servir pour vendre les piscines. OK, bon. OK, alors j'ai parlé tantôt qu'il y avait une économie de 80 % de la quantité d'eau lors des backwash. Alors, si je suis obligé de faire un backwash de 900 gallons par minute pendant 5 minutes, je peux faire le même backwash de 900 gallons par minute, mais pendant 1 minute. Parce que la bille de verre se nettoie beaucoup plus facilement. Alors, il n'y a pas d'agglomération dedans. Alors, cette bille de verre-là, cette réduction de quantité d'eau-là, parce que quand on fait un backwash, on l'envoie au drain et on la remplace par de la nouvelle eau qu'on doit réchauffer encore. Oui, mais c'est une économie dérivée, mais c'est quand même une économie d'énergie. C'est pas une mesure énergétique, c'est une mesure qui améliore la filtration et qui améliore la performance énergétique. Merci. Là, vous allez avoir un bon pitch de vente, là. Oui, mais c'est parce que la façon. Expliquez le même par rapport au fait que l'eau qui est recyclée, toute l'équipe, parce que directement, c'est pas de l'économie. C'est unique, non. C'est vraiment dérivé. C'est oui. Par tout le processus de filtration d'eau puis de pompage que l'économie se fait, tout simplement. Parce que la façon que je voyais ça, qui s'est expliqué, c'était comme parce qu'on a des billes de verre, on économise directement. Non, c'est pas. Mais pour votre sélection de filtration, là, je vous félicite, c'est vraiment meilleur. Merci. Je voulais juste savoir, à l'arrière de la piscine où se situe la clôture, vous avez dit qu'elle allait avoir, je pense qu'il y avait des plants, la végétation et tout. En ce moment, il y a déjà des petits sapins. Est-ce que c'est ça ou vous, la piscine, il va en avoir d'autres qui vont être rajoutés du côté des résidents? Je peux répondre à ça, c'est Pierre. Oui, vas-y. On a travaillé beaucoup avec Mylène.
c'est la partie qui est mitoyenne, si je comprends bien, avec Oui, je vais mettre le plan. Toutes les plantations existantes, il y a une, Déjà des petits sapins. il y a déjà, ils vont être protégés. Puis on va venir bonifier les plantations aussi dans cette allée-là, le long du bâtiment. D'autant plus que, Pierre, tu pourrais expliquer peut-être plus en détail, mais le corridor d'accès au vestiaire, il y a une fenestration aussi qui est là, avec un apport de lumière. Ouais, effectivement, tout le long de ce côté-là, il y a une fenestration linéaire qui accompagne les baigneurs vers l'aire de transit et à l'intérieur de l'aire de transit. Mais il y a effectivement une végétalisation qui est renforcée, disons, dans ce secteur-là. Mais le talus, il y a un talus aussi existant, lui demeure. Oui. Donc, on est en continuité avec le secteur-là. D'ailleurs, c'est une exigence au programme fonctionnel technique, aux exigences auxquelles on a eu à répondre, de protéger là, cette bande-là. Oui. Et le terrain étant relativement restreint, l'architecte de paysage qui n'est pas ici ce soir, puis qui a travaillé avec nous sur le dossier, qui fait partie de l'équipe, elle a vraiment focusé pour créer une petite couronne, une bande de verdure au périmètre qui, finalement, trouve sa partie la plus achevée, qui est face au ruisseau, pour le mettre en valeur puis créer un petit espace public plus intime. Donc, il n'y aura pas beaucoup d'usage à l'arrière du bâtiment. Il n'y a aucun usage qui est planifié à l'arrière du bâtiment pour l'instant. C'est vraiment un espace de verdure. Est-ce que les marges sont restées comme elles étaient depuis? Les marges sont respectées. Je pense que c'était on dit ça comme ça, là, sous toute réserve, là, à peu près 7 mètres minimum, 7. En tout cas, les marges ont été vraiment respectées. Ouais. En fait, la réponse architecturale reflète toutes les préoccupations qu'on avait de marge, tout ce qui faisait partie de la réglementation, mais la réponse est simple, c'est un projet épuré, mais élégant, en tout cas de notre point de vue, qui se voulait très élégant, mais en même temps qui demeure complexe. Quand on se déplace autour du bâtiment, sa géométrie change. Puis ça, on voulait qu'il y ait quand même une richesse là-dedans, malgré le fait que ça reste une réponse qui est très compacte. Parce qu'il y a aussi un budget qui est serré. Il a fallu qu'on respecte le budget. Il a fallu qu'on retravaille beaucoup pour arriver à amener ce projet-là à bonne place pour pouvoir vous l'offrir aussi. Là. Donc, c'est ça. Ben, vous l'offrir, façon de parler. Oui, je pense que oui. Je vais poser une autre question. On va parler du système d'acétisation de l'eau. Vous y allez avec quel produit, quel élément, du UV, d'ozone, du chlore, du sel? Je n'ai pas le schéma avec moi, là, mais effectivement, c'est du chlore en pastille. Du chlore en pastille qui avait été demandé par la ville. Et ensuite, on ajoute les produits un UV, puis il y a un autre élément, là, mais je ne l'ai pas avec moi. Là, OK, mais il y a du chlore en pastille, le UV, et il y a un autre élément là, qui ne me revient pas. Non, c'est... Oui, un ozonateur. Oui. Est-ce qu'il y a d'autres questions? On a, oui, quelle est votre question? Oui. Parce que moi, actuellement, je fréquente Saint-Hilaire. Et je pense que dans le système de stationnement, il y a 12 de celui-là. À l'œil. Oui. Est-ce que ça répond aux besoins, selon vous? Écoutez, il y a la réponse que l'on a, la ville est propriétaire d'une parcelle de terrain qui est bien définie, à l'intérieur duquel on est venu vraiment optimiser l'ensemble des installations d'équipement piscine. Il y a des aires de stationnement. Ce que l'on présente ici sont des aires de stationnement qui offrent 45 cases de stationnement et c'est ce que le terrain est en mesure d'offrir de façon optimale. Bon, on sait très bien qu'il y a d'autres projets en ce moment qui seraient sur la table en planification, mais sur lequel on n'a pas de contrôle. Donc, c'est un projet qui est à devenir, à définir plus précisément pour les besoins en espace de stationnement, mais à l'intérieur de la propriété ville, de façon optimale, on offre 45 cases. Pour compléter la réponse, effectivement, on voit ici, c'est la place qui était prévue. Quand on a commencé le projet,
toujours de toute façon de ce côté ici. Donc, juste ici, il y a du stationnement en parallèle. Donc, naturellement, cet îlot-là pourrait ne pas se faire et travailler avec du stationnement perpendiculaire, qui déjà donne 18 Cases supplémentaires, et travailler avec ce qui avait été convenu avec le groupe Podvin, une entente de partenariat avec le commercial qui s'en vient là. Donc, des ententes comme on a avec le centre culturel, comme on a plusieurs projets actuellement à Belleuil, pour aller chercher en complément les cases qui pourraient manquer dans les périodes de pause. Naturellement, Saint-Hilaire avait plusieurs vocations simultanées dans ce bâtiment-là, dont l'hôtel de ville, dont maintenant toutes les activités qui se passent du côté communautaire. Je suis tout à fait d'accord avec vous, là, c'est toujours le cauchemar quand on se fait ça. Il y a pas de place. Nous, c'est vraiment une vocation unique de médecine. C'est juste pour savoir, j'imagine éventuellement, on parle de 45, mais 60 personnes, c'est sûr qu'on espère du temps que les gens vont y aller justement en auto, mais 60 places. Quand vous dites, là, on parle de combien de places, combien ça prend de place? C'est 100 cases. 100 cases. C'est prévu en fonction de la grandeur du bâtiment. C'est ce qu'on va En gardant avec quoi la moitié? Ben, comme je vous dis, là, c'est facile d'aller chercher les perpendiculaires. Là, c'est ça. Donc, 45 plus 18, ça manque Oui. La capacité de la piscine du bâtiment, c'est combien? Combien de personnes? C'est 300 personnes simultanément. Et naturellement, ça, c'est à peu près tout le monde qui va à peu près planter dedans. Oui, mais c'est la capacité qui peut être autorisée par le service d'incendie. Puis, Daniel, peux-tu réexpliquer? la capacité qui peut être autorisée. 300, c'est ça. 300 personnes. L'incendie, ça, pour Saint-Hilaire, c'est le La capacité, normalement, est plus large que ça. Mais effectivement, ce qu'on s'y est fié à peu près au pied carré, ce qui se fait dans les autres piscines, ça va être validé par le service d'incendie. ouais. Donc, on tourne en entour de 300 baignards. Baignard? Utilisateur. Oui, ça, c'est à côté de moi qui est en entour. On parlait Sur la plage. On parle de 300 personnes sur l'enceinte. L'enceinte sportive. Ça compte pas les gens là, dans les gradins, les choses. OK, sur l'enceinte sportive, Oui, 300 personnes. c'est ça. Ça, c'est les journées de grande altitude. Oui, comme aujourd'hui. Ouais. Comme aujourd'hui. Donc, je vous remercie beaucoup, messieurs, pour votre présentation très merci. intéressante. Merci. Ben, merci à vous. Merci à vous tous. Ouais, merci. De vous être présentés et de démontrer l'intérêt. C'est un bel équipement. Il n'y a pas beaucoup. On travaille beaucoup en région, un peu partout au Québec. Puis vous dire, ce sont des équipements, j'en fais la promotion, des équipements sportifs, récréatifs, c'est important pour les communautés, pour les familles, les enfants. Aujourd'hui, on voit ces équipements-là s'adressent aussi à la fois à tous les gens, finalement, des groupes, que ce soit pour la réhabilitation, des groupes de cardio, comment ça s'appelle ça, là, dans l'eau, les exercices dans l'eau. L'aquaforme. L'aquaforme, tout ça. Ouais. Alors, on espère que ça va bien vous servir. Merci beaucoup. Merci. Merci.